Bonjour à vous voyageurs. Et si en creusant la terre, en coupant les forêts ou en asséchant les marais, nous réveillions des forces que nous pensions éteintes depuis longtemps? Partout dans le monde, des témoignages se multiplient. Les créatures surgissent là où l'homme dérange l'équilibre. Des bêtes qui rappellent des dinosaures, des géants velus dans les montagnes, ou encore des esprits tapis dans les mines. Pour trouver des réponses, j'ai exploré les récits anciens, les légendes des peuples locaux et les expéditions modernes. Et toutes racontent la même chose: certaines présences sommeillent, mais seulement jusqu'à ce qu'on les dérange. Nous partons découvrir ensemble ce qui se cache derrière ces histoires, des cryptides que notre activité humaine semble réveiller. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Au cœur des marécages impénétrables du bassin du Congo, là où la forêt semble sans fin et où les rivières dessinent un labyrinthe sans issue, circule une légende qui défie le temps. Les peuples locaux l'appellent Mokele-Mbembe, en langue lingala. Il apparaît dans les mythologies bantoues de la région du bassin du Congo. Alors souvenez-vous, les bantous, on les a évoqués dans l'épisode précédent sur le Grand Zimbabwe. Il est décrit comme un gigantesque saurien au long cou et il rappelle étrangement les dinosaures du passé. On le dit comparable à un éléphant ou à un hippopotame, avec un corps massif, une longue queue, une police, voire une corne ou une dent sur la tête. Certains témoignages remontent au début du XXe siècle. Ce que certains appellent le dinosaure africain perdu apparaît en 1909 dans un livre intitulé « Bêtes et hommes » de Karl Hagenbeck. Personnage haut en couleur, à la fois montreur d'animaux, zoologiste amateur, marchand d'animaux exotiques et chasseur, Hagenbeck affirmait avoir entendu parler d'une créature étrange, mi-éléphant, mi-dragon, vivant en Afrique australe, dans l'actuel Zimbabwe. Convaincu qu'un tel animal devait exister, il dépensa une fortune pour monter des expéditions. Mais comme il l'écrivit lui-même, ils furent contraints de rentrer sans avoir rien pu prouver, ni dans un sens, ni dans l'autre. Quelques années plus tard, en 1913, l'explorateur allemand Ludwig Ferrer est envoyé par le gouvernement allemand dans le bassin du Congo. Là, il recueille de nombreux témoignages de populations locales. On lui décrit une bête gigantesque, ressemblant à un saurien au long cou, qui aurait été aperçue dans les méandres du fleuve Congo. Von Stein affirma n'avoir jamais vu la créature lui-même, mais ses écrits, racontant avec minutie les témoignages entendus, donnèrent un nouvel élan à la légende. Ces rapports contribuèrent à faire passer la légende du Mokele-Mbembe d'un folklore régional à une énigme digne d'intérêt scientifique et cryptozoologique, attirant bientôt les explorateurs occidentaux fascinés par l'idée d'un dinosaure vivant. Une série d'expéditions cryptozoologiques ont eu lieu dans les années 1980, comme celle de Roy McCall et James Powell, ainsi que d'autres explorateurs français comme Michel Ballot. Aucun élément tangible n'a pourtant été trouvé. Les interprétations sceptiques et les rapprochements réalistes soutiennent que le phénomène relève davantage du mythe ou d'une interprétation folklorique, souvent inspirée par des observations imprécises de rhinocéros noirs, d'hippopotames ou d'autres grands animaux. Des décès tragiques, survenus après la consommation d'une carcasse, rapportés dans certains récits, alimentèrent le mystère, mais ne constituent pas là non plus une preuve fiable. Ce qui intrigue, cependant, c'est que les témoignages se sont multipliés dans les zones récemment ouvertes par la déforestation et l'exploitation industrielle. Alors on en avait parlé dans l'actualité que l'on traite tous les mercredis soirs lors du Mystery Café. Certains experts soulignent que la déforestation galopante en République démocratique du Congo et donc la perte de couverts forestiers entraîne une plus grande visibilité ou une interaction avec des animaux inconnus ou mal identifiés, ce qui amplifie les récits de créatures légendaires comme le Mokele-Mbembe. D'autres disent que l'animal dormait tapi dans les méandres marécageux et que la destruction de son habitat l'a forcé à se montrer.
Enfin, certains y voient non pas un animal préhistorique, mais un gardien des eaux lié aux esprits des rivières, se manifestant quand l'équilibre est rompu. Une partie des témoins en situation de stress ou d'émerveillement peut ainsi interpréter un animal comme une sorte de dinosaure vivant. Et cette fascination pour les créatures préhistoriques toujours tapies dans la nature se retrouve aussi dans la culture populaire moderne. Alors là, je vais vous éviter le classique Jurassic Park, mais j'avais envie de vous parler de Monster Hunter. C'est une série de jeux cultes de Capcom qui a été lancée en 2004. Et dans ce jeu, les joueurs traquent d'immenses créatures inspirées des dinosaures, des dragons et du folklore. Certains monstres, comme le Lagiacrus, une sorte de léviathan aquatique, rappellent étrangement les descriptions du Mokele Bembe. De gigantesques reptiles surgissent dès que l'on s'aventure trop profondément dans leur territoire. Et comme dans les légendes, ces créatures ne sont pas vraiment maléfiques. Elles ne font que défendre leur environnement ou réagir à l'intrusion humaine. En tout cas, qu'il soit bête ou esprit, le Mokele Mbembe illustre parfaitement cette idée. L'homme n'entre pas dans la forêt vierge sans conséquence. Et ce constat ne se limite pas à l'Afrique. À des milliers de kilomètres de là, en Chine, un autre être surgit dès que l'homme taille trop profondément dans les arbres et bouscule les montagnes. On l'appelle Yeren, le sauvage des forêts. Dans les forêts brumeuses du massif de Chenangjia, dans la province de Hubei, les habitants racontent depuis des siècles l'existence du Yeren. Alors on l'appelle parfois Yeran, qui veut dire le sauvage homme, Yeren, l'homme sauvage chinois, Chenangjia Yeren, l'homme sauvage de Chenangjia, l'homme singe ou l'homme ours. Mais dans cette vidéo, je vais l'appeler Yeren. C'est un cryptide qui est présenté comme une sorte de yéti vivant dans les zones reculées de la province de Hubei, notamment dans la forêt de Chenangjia. Des récits oraux et des écrits sur cette créature remontent jusqu'à l'Antiquité chinoise, avec des mentions dès l'époque des royaumes combattants, puis plus systématiques à l'époque des Tang. Les témoignages modernes, notamment entre les années 1970 et 1980, sont également bien documentés. Ce colosse velu, à mi-chemin entre l'homme et le singe, mesure près de 2 mètres et parfois plus. Son corps est couvert d'une épaisse toison rousse ou sombre, et son cri résonne comme un écho rauque au milieu des vallées. Les expéditions financées par l'Académie chinoise des sciences dans les années 1970, avec des biologistes, des photographes et des militaires, ont tenté d'enquêter sérieusement sur cette légende, notamment à travers des traces et des prélèvements de poils, sans jamais produire de preuves concluantes. Beaucoup d'experts considèrent que les témoignages de Yeren relèvent davantage d'animaux connus comme des ours, des macaques ou des rhinopithèques, ou de phénomènes folkloriques. L'article de Sino-Platonic Papers propose également une interprétation historique. Certains récits pourraient être liés aux premières rencontres avec des Européens, interprétés comme des hommes poilus par des populations peu familiarisés avec eux. Au fil du temps, ces récits se sont ancrés dans l'imaginaire collectif, mais c'est surtout à l'époque contemporaine que le mystère a pris de l'ampleur. Les témoignages modernes se sont multipliés avec un détail troublant. Ils apparaissent surtout lors des campagnes de déboisement massif. Quand l'homme pénètre plus profondément dans les forêts isolées, des traces de pas géants surgissent et des bergers ou des bûcherons jurent avoir croisé cette silhouette imposante. À tel point qu'en 1984, environ 300 signalements avaient été enregistrés. Et en 2018, ce nombre dépassait les 400. Alors il faut préciser aussi que ces récits ont fortement contribué à promouvoir le tourisme local autour de cette mystérieuse légende, notamment dans la réserve de Chenangjia. Dans le cas précis du Yeren, comment ne pas faire référence à King Kong ? Dans ce film de 1933, on découvre un gigantesque gorille vivant sur Skull Island, une île isolée, hors du temps, peuplée de créatures préhistoriques. Et exactement comme le Yeren, il représente ce colosse simiesque caché dans une terre encore vierge et qui n'apparaît que lorsque l'homme franchit ses frontières. King Kong, ce n'est pas un monstre maléfique, c'est une force de la nature. Protecteur de son île, mais aussi une menace pour ceux qui viennent la profaner.
Une logique très proche du Yeren en fait, qui est un gardien invisible des forêts du Shenanjia et qui nous rappelle les limites de l'intrusion humaine. Alors, simple mythe destiné à protéger la forêt ou véritable créature fuyant toujours plus loin à mesure que l'homme ronge son territoire? Quoi qu'il en soit, le Yeren incarne la même leçon que le Mokele Mbembe. Il y a des présences qui se taisent tant que nous respectons leur refuge, mais qui se manifestent dès que nous franchissons la limite. Et si ces gardiens se dressent dans les forêts d'Afrique ou d'Asie, il en va de même dans le plus vaste sanctuaire vert de notre planète, l'Amazonie. Là-bas, au milieu de l'océan végétal, on murmure le nom d'un monstre redoutable, protecteur implacable de la jungle, le Mapingari. Dans l'immensité de l'Amazonie, là où la canopée forme un toit presque impénétrable, les peuples indigènes racontent l'histoire d'un gardien monstrueux, le Mapingari. Alors, on en avait déjà un peu parlé dans notre épisode sur l'Amazonie, et du coup, il est temps d'approfondir au sujet de ce cryptide. Le Mapingari, figure emblématique du folklore amazonien brésilien, est décrit comme un colosse recouvert de poils rouges, souvent avec un seul œil, une bouche sur le ventre, de longues griffes, une peau parfois comparée à celle d'un caïman et doté d'une forte odeur nauséabonde. Il se tient parfois sur 2 jambes, parfois sur 4, et aurait des griffes capables de déchirer les arbres. Alors rien que ça, autant vous dire qu'on n'a pas vraiment envie de le croiser et que c'est probablement le cryptide le plus affreux et dégoûtant qui existe. Et si vous connaissez pire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ce qui marque le plus ceux qui disent l'avoir approché, c'est l'odeur insoutenable qui précède son apparition et son rugissement qui fait fuir les chasseurs les plus aguerris. Selon la tradition, aucune balle ne peut le blesser. Elle ricoche sur sa peau épaisse. En Amazonie, il est parfois perçu comme un protecteur de la forêt qui punit ceux qui chassent ou détruisent plus que nécessaire. En fait, plusieurs peuples évoquent l'existence du Mapingari à travers diverses appellations: Segamai, Kidahara, Juma, Kapelobo, Mao de Pilao, et ces noms reflètent la diversité des langues et des légendes associées à ce cryptide. L'ornithologue David Oren, dans les années 1970 et au début des années 2000, a collecté de très nombreux témoignages. Il décrit une créature mesurant jusqu'à 2 mètres, recouverte d'un pelage allant de brun au rouge foncé, capable de se dresser sur ses pattes arrière et avec les pieds tournés à l'envers. Ah oui, ça j'avais oublié de le préciser. Il a des griffes immenses et elles ressemblent à celles d'un tatou géant. Il est immunisé à la plupart des armes, sauf si on lui porte un coup à l'abdomen, endroit parfois décrit comme la seule partie vulnérable où il aurait une immense bouche. Des empreintes inversées, des crocs sur les troncs, des échantillons de poils, parfois attribués à d'autres animaux comme le tatou ou le tamanoir, ont été recueillis et analysés sans jamais apporter de preuves concluantes. Les cryptozoologues et certains anthropologues proposent une origine probable au mythe. Une mémoire férocement conservée d'un paresseux géant, le Megatherium, ayant potentiellement survécu dans les zones reculées. D'autres interprétations évoquent un chaman transformé en monstre par punition pour avoir défié les dieux, à un motif commun du folklore amazonien. Quoi qu'il en soit, ce mythe a une fonction claire pour les peuples de la forêt. Le Mapingari n'apparaît que si l'on détruit la jungle. Les anciens affirment qu'il est l'incarnation d'un esprit protecteur dressé pour défendre la terre et les arbres. Et fait troublant, les témoignages modernes se sont multipliés précisément dans les zones soumises à la déforestation massive. Qu'il soit relique zoologique ou esprit vengeur, le Mapingari porte le même message que les autres créatures. Lorsque l'homme ouvre des blessures dans la nature, il réveille quelque chose qui le dépasse. Et cette vérité ne se limite pas aux forêts. Car en creusant toujours plus profondément, l'homme a aussi réveillé d'autres présences enfouies dans la roche et la poussière. Dans les galeries sombres du Royaume-Uni et des États-Unis, les mineurs redoutaient les Tommyknockers. Alors avant de continuer, j'en profite pour faire une petite annonce. Si vous en êtes encore là et que cette vidéo a moins de 500 vues, vous faites vraiment partie des pionniers qui peuvent faire toute la différence. Parce que c'est justement sur ces 500 premières vues que YouTube s'appuie pour savoir s'il doit recommander la vidéo à plus de monde. Donc un immense merci à vous. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et même à booster la vidéo, une option qui n'est disponible que sur téléphone et qui apparaît lorsque vous mettez un like pour soutenir notre travail. Ça nous aidera vraiment. Bon, revenons à nos cryptides.
Au fond des mines de Cornouailles et du pays de Galles, les mineurs racontaient qu'ils n'étaient jamais vraiment seuls. Dans le silence étouffant des galeries, des coups résonnaient soudain contre la roche. On disait que c'étaient les Tommyknockers, de petits esprits au visage ridé et aux habits de mineurs, invisibles la plupart du temps, mais toujours présents. Ces petits êtres invisibles frappaient sur les parois et ces coups mystérieux pouvaient signifier deux choses. Soit un avertissement avant un éboulement, soit un rire moqueur à l'arrivée de la catastrophe. Leur rôle était donc ambigu. Parfois leur coup était interprété comme un avertissement salvateur, signalant qu'un éboulement menaçait, et le rire entendu était quant à lui une farce cruelle avant le désastre. Et certains mineurs jurent même avoir aperçu des silhouettes trapues disparaissant au détour d'un boyau. Très animés, on racontait qu'ils travaillaient aussi parfois aux côtés des mineurs, effectuant les mêmes tâches qu'eux, déplaçant outils et marteaux, souvent d'ailleurs accusés quand un équipement disparaissait. Mais si un mineur échappait par miracle à un éboulement, c'était encore aux Tommyknockers qu'on attribuait le mérite. Ces esprits devinrent à la fois des compagnons invisibles, des boucs émissaires et des accidents et des protecteurs reconnus. Les légendes galloises et cornouaillaises parlent de ces esprits comme ceux de mineurs disparus, condamnés à hanter les tunnels pour l'éternité. Lorsque les mineurs des Cornouailles émigrèrent vers l'Ouest américain, au XIXe siècle, ils emportèrent la légende avec eux. Ces mineurs, on les appelait les cousins Jacks. Et dans les mines d'or et d'argent de Californie, du Colorado ou du Nevada, les coups mystérieux reprirent. Là-bas aussi, les travailleurs crurent que les Tommyknockers les accompagnaient sous terre. Des témoignages faisaient état d'outils déplacés, de lampes soufflées dans l'obscurité, comme si les esprits aimaient jouer avec la peur des hommes. Et cette croyance exportée s'est enracinée dans les mines d'or et d'argent de l'Ouest américain. Et lorsqu'on ne parlait pas de fantômes, des esprits des mineurs disparus qui restaient hanter les tunnels, on parlait parfois d'esprits de la terre, hostile à l'intrusion humaine. La légende des Tommyknockers ne resta pas confinée aux galeries, et même quand les mines furent épuisées, elle continua de circuler dans les campagnes américaines. En fouillant dans les archives de Virginie occidentale, on trouve par exemple une nouvelle de fiction largement diffusée au début du XXe siècle, Tommyknockers, The Miners' Ghosts, donc les Tommyknockers, les fantômes des mineurs. Elle était publiée en 1909 dans le Leslie Weekly. Et des décennies plus tard, en 1979, une étrange célébration baptisée Tommyknockers Week, la semaine des Tommyknockers, fut organisée, apparemment inventée par un agent de presse et présentée dans les journaux comme une manière de reconnaître le cousin américain du léprechaun. Même si personne ne semblait savoir qui parrainait réellement cette semaine, elle témoigne d'une chose. La croyance aux Tommyknockers a marqué durablement l'imaginaire populaire jusqu'à entrer dans le folklore américain au même titre que d'autres figures surnaturelles. En 1987, Stephen King publie son roman The Tommyknockers. Ici, les coups dans la terre n'annoncent pas un éboulement, mais la présence de quelque chose enfoui sous une petite ville du Maine, dans une maison tranquille, en pleine nuit. Tout est silencieux. Et puis soudain, un bruit sourd résonne dans les murs. Au début, on croit à une canalisation, à du bois qui craque. Mais non, ce son n'est pas familier. Il revient, plus régulier, plus proche. Comme si quelque chose sous la terre cherchait à remonter. Dans l'univers de Stephen King, ces coups ne sont pas un avertissement minier. Ce sont les signes d'une force extraterrestre enfouie qui tente de se frayer un chemin jusque dans nos vies. King reprend l'image de ces bruits mystérieux, de ces coups invisibles, mais il les transpose dans un décor de science-fiction horrifique. Petits esprits des mines, connus pour frapper contre la roche, interprétés comme protecteurs ou moqueurs, leur apparition coïncide avec les débuts de l'extraction massive. Serait-ce encore une preuve que l'étrange, le paranormal, survient lorsque l'on endommage la Terre ou que l'on tente de l'abîmer? Mais tous les esprits des profondeurs ne sont pas de petites silhouettes tapies dans l'ombre. En Allemagne, les mineurs redoutaient une présence bien plus terrifiante. Un géant sombre, au regard brûlant et à la barbe de feu, que l'on appelait le Bergmonk. Gardien implacable des galeries,
Ils pouvaient protéger ou punir sans pitié. Dans les traditions minières d'Allemagne, on ne parlait pas de petits lutins tapageurs, mais d'un colosse effrayant. Le Bergmonk, littéralement moine de la montagne, apparaissait comme une silhouette gigantesque, vêtue d'une robe noire, les yeux flamboyants et la barbe rougeoyante comme des braises. Il est parfois décrit comme un contremaître des mines tenant une lanterne en argent ou un agent de conciliation entre les hommes et la terre. Son regard, souvent comparé à des roues de chariots ardentes, sert d'avertissement et non de consolation. Il peut aussi apparaître sous forme animale, par exemple en cheval au cou allongé et aux yeux terrifiants, ou devenir invisible pour mieux frapper. On disait qu'il errait dans les galeries, une lanterne à la main, observant les mineurs dans leur labeur. Lauder, dans un texte de 1885, raconte « On dit qu'il fut autrefois un maître mineur et qu'il supplia d'être autorisé à inspecter les mines jusqu'au jour du jugement dernier. La vallée du Moine, Monchtal, près de Klochtal, était son refuge favori. À Saint-Andreasberg, une autre tradition affirme qu'il était un moine qui tenta d'ouvrir les mines de la région, mais échoua. Selon cette version, il aurait pourtant construit presque entièrement le canal du Rehberg, destiné à amener l'eau jusqu'à la mine de Samson, avant de faire faillite à cause de cette entreprise titanesque. Le Bergmonk est en fait une figure aux multiples visages. Il est protecteur des mineurs vertueux, il aide à trouver des filons cachés, il fournit une lampe à huile inépuisable ou recrée de la lumière pour ceux dont la torche faiblit. Mais si quelqu'un se montre arrogant, paresseux ou malhonnête, il devient vengeur. Son souffle toxique peut emporter 12 personnes en un seul geste, ou il peut déplacer un mineur avec une force telle que ses os se brisent. Son rôle était donc là aussi ambigu, comme pour les Tommyknockers. Protecteur pour les travailleurs justes, il leur révélait parfois la présence d'un filon, ou les avertissait d'un danger imminent, mais pour ceux qui se montraient cupides, irrespectueux ou irrésolvables, il devenait un punisseur terrible. Et face à lui, une évidence se dégage. Plus on creuse, plus on s'enferme dans un territoire qui n'est pas fait pour l'homme. Les esprits des mines rappellent cette limite invisible et parfois mortelle qu'il vaut mieux ne pas franchir. Ils représentent l'idée d'un équilibre brisé entre les humains et les entrailles de la Terre. Ces gardiens et ces créatures se manifestent parfois quand nous franchissons leurs frontières. Mais dans d'autres cas, ce ne sont pas seulement les esprits des forêts ou des mines qui surgissent. Ce sont nos propres peurs qui prennent forme et deviennent réalité. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Le deuxième donc, d'une série de 3, sur le thème des phénomènes étranges qui surviennent quand la Terre est en danger. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voyez le bouton like et tentez de s'enfuir dans un tunnel de mine d'or, n'hésitez pas à le rattraper. Moi, je vous laisse ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.